Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. En titre de ce 7 mai, le président de la BID est arrivé en Haïti dans le cadre d'une visite officielle. En compagnie du président du CPT, il doit se rendre dans le nord et le nord-est dans le but de renforcer la coopération autour de l'éducation, des infrastructures et de la gouvernance. Parallèlement, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé se trouve dans le sud du pays, annonçant plusieurs projets d'infrastructures pour redynamiser la région. Fritz-Alphonse Jean dément toute volonté de prolonger le mandat du CPT. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition rejette les rumeurs selon lesquelles le mandat des 9 membres devrait être maintenu jusqu'en 2028 et parle de désinformation destinée à semer la confusion. Également, titre de ce mercredi, Maître Kedler Augustin salue la décision américaine de désigner les gangs comme organisation terroriste. L'ancien parlementaire estime que cette mesure évoque un renforcement de la vigilance des États-Unis dans la région face à l'influence de la Russie. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Visite du président de la Banque interaméricaine de développement en Haïti du 7 au 9 mai 2025. Le président de la Banque interaméricaine de développement, BID, Ilan Goldman, effectue une visite officielle en Haïti, principalement dans les départements du Nord et du Nord-Est. Il doit rencontrer le président du Conseil présidentiel de transition, Fritz-Alphonse Jean, afin de discuter du renforcement de l'appui technique et financier de la BID. Cette visite se concentre sur plusieurs secteurs prioritaires: l'éducation, la protection sociale, les infrastructures routières, l'accès à l'eau potable, la gouvernance, la culture et le développement local. Des visites de terrain et des rencontres sectorielles sont prévues pour évaluer les projets en cours et envisager de nouvelles formes de coopération. Autre information, le Premier ministre est en visite dans le Grand Sud lors d'une prise de parole. Alix Didier Fils-Aimé a présenté les priorités de son gouvernement qui sont le rétablissement de la sécurité, l'organisation des prochaines élections et l'adoption d'une nouvelle constitution. Il a salué les efforts déployés au niveau régional et annoncé plusieurs projets d'infrastructures, notamment pour les routes, les ports et les aéroports. Le budget rectificatif récemment adopté prévoit des ressources substantielles pour la sécurité, l'aide humanitaire et l'organisation électorale. Soulignant l'implication nécessaire de l'ensemble des ministères, le chef du gouvernement a annoncé la formation de 30 000 agents civiques et la mobilisation des jeunes et des femmes. Il a lancé un appel à l'unité nationale pour garantir la stabilité du pays. Fritz Jean dément les rumeurs sur la prolongation du mandat du Conseil présidentiel de transition. Alors que certaines sources évoquent une volonté du Conseil de prolonger son mandat d'au moins 2 ans, son coordonnateur, Fritz-Alphonse Jean, dément fermement ces allégations. Il rejette catégoriquement la rumeur selon laquelle le CPT aurait sollicité une prolongation jusqu'en 2028, dénonçant une campagne de désinformation visant à aggraver l'instabilité dans le pays. Écoutons les déclarations du coordonnateur du CPT, Fritz-Alphonse Jean. Et là, m'a dit auditeurs, auditrices Radio Métropole, nous avons un environnement qui est totalement pollué, ça aussi. Un environnement pollué, et il y a des gens qui travaillent pour un environnement encore plus pollué que Jacques Lié. Et la fake news, on sait de mauvaises informations et surtout des informations qui a fait pour conduire la population dans plus de turbulence que nous y là. Et nous comprenons ça qui a fait là. Nous comprenons la fait, c'est par rapport à une série de mesures qui a pris au niveau national et au niveau international. Il y a des gens qui attribuent les mesures à des agissements de CPT, alors que ce n'est pas vrai. CPT a lui-même tout, l'a observé, position en série de pays au niveau international par rapport à ce qui a passé à Haïti. Et il y a des gens tout, carrément, qui peur ce qui a passé là. Et soit que même les gens trempés dans une série d'actions, les gens trempés dans une série de bails qui a passé dans le pays. Donc, dans la tête, pas gagner des opérations qui peuvent être contre eux et puis donc profiter
et bon, pas qu'à dire profiter à cause de peur ça, pour troubler ça et l'autre public. Et il a dit une série de causes, une série de mauvaises informations, et pour qu'à, si vous voulez, retirer le projecteur là, sous bagage essentiel qui a passé en d'un pays, sous mesure qu'il a supposé prendre, sous opération qu'il a faite, il a dérivé et attention population sur l'autre bagage. Et donc, totalement faux. Et d'ailleurs, pendant qu'il a parlé de ça là, nous-mêmes, nous, à pied d'œuvre, nous avons une série de dispositions par rapport à agenda très clair que nous avons gagné, échéancier très clair que nous avons gagné, sous question d'élection, sous question de changement que tu as supposé faire au niveau constitution pour nous arriver à l'élection. Et là, évidemment, il faut que nous ayons un environnement pour qui ça, donc pour ça fait. Donc, nous-mêmes, nous travaillons pour nous assurer que nous ayons un sentiment, l'autre sentiment de sécurité dans le pays pour nous arriver aux élections. En tout cas, toute mise en place a fait pour ça. On nous dit c'est mes interprétations. Je prends par exemple le fait que il y a des gens qui sanctionnent. Et la CPT a sorti un communiqué pour le dire que la justice t'a supposé lui-même statuer sous dossier moun qui sanctionné. Donc, pour des gens qui ont dans le pays, ils prennent ça comme une sorte de menace de CPT. Alors que nous avons une situation de justice. Et en tout cas, tout le monde a questionné, si vous voulez, l'environnement de justice dans le pays. Il y a des gens à tort ou à raison. Et communauté, il y a des pays au niveau région et des pays d'autres régions qui sanctionnent Mounzawa. Donc, nous-mêmes, nous dit au niveau de CPTA, il faut que l'État haïtien, la justice haïtienne, qui est indépendant, a statué sur le dossier ça. L'interprétation que les gens font sur ça, c'est que CPTA lui-même, dans les gens dit, CPTA a demandé arrêter des gens. Vraiment, ça veut dire parole que nous prononçons, il y a déformé pour créer sous les ambiances de turbulence, ambiance de peur ça qui gagne dans le pays, pour envenimer, si vous voulez, ambiance de peur ça là. À présent, abordons la désignation de Vivre Ensemble et de Grand Griffe comme groupe terroriste. Maître Kedler Augustin salue la décision des États-Unis de désigner plusieurs gangs haïtiens comme groupe terroriste. Toute mesure visant à combattre l'insécurité doit être encouragée, affirme-t-il. Invité ce mercredi à la rubrique Le Point, il a estimé que cette décision permettra également à Washington de renforcer sa surveillance dans la région à un moment où la Russie étend son influence en République dominicaine voisine. Écoutons un extrait de ces déclarations. Je ne crois pas que Haïti n'a rien capacité pour dire non, parce que son bagage qui sorti de discrétion gouvernement américain, et puis deuxièmement, je ne crois pas que nous sommes capables de dire que nous n'avons pas de problème d'insécurité, je ne crois pas que nous sommes capables de dire que nous avons moyens pour nous résoudre la sécurité. Et puis troisièmement, ce n'est pas ta première fois que ça fait. Donc je dis, ce n'est pas ta première fois que ça fait, d'autant plus que même présence et MMS dans les mêmes, c'est pour un bagage qui est complètement légal. Et le ministre la Russie a tout, le ministre Affaires étrangères la Russie a, il parlait de ça en pile, dans le sens que il y a un ensemble de décisions qu'à prendre dans le monde là, qui n'est pas conforme à ça, droit international te prévoit, et demander toute bagaille de fait dans le cadre ONU. Donc ça veut dire que je dis à toute intervention, nous connaissons comment ça a été longtemps, pour que une intervention dans l'autre pays, il faut que c'était Conseil de sécurité qui baille à ville, qui vous baille autorisation. Mais nous gardons, nous devons une formule, parce qu'à un certain moment, les États-Unis avec le Canada étaient très intéressés à jouer nos solutions, et malheureusement, ils ont été heurtés à hostilité la Chine avec la Russie, qui toujours pas d'accord. Et finalement, ils ont joué un accord, ils ont été formés force spéciale, ça, qui n'est pas une force onusienne. Parce qu'en principe, s'il a supposé des casques bleus de l'ONU, ce n'est pas ça lié. Et c'est ça qui fait qu'il y a un pile de monde qui dit que préférer que c'est une force onusienne qui fait bagarre pour que les gens soient capables de payer pour qu'ils aient un moyen pour financer. Et à partir de ce moment, les États-Unis, même les bagages, ils craignent. C'est droit de veto que la Chine avec la Russie gagne. Parce que pour M. Sayo, l'intervention américaine plus semblée avec des visées impérialistes que des bagages qui pouvaient résoudre la crise là. Donc, à partir de ce moment, les États-Unis n'ont pas d'autre moyen que recourir à texte légal, la KLI, pour venir essayer de garder qui sont capables de faire. Mais cependant, c'est parce que Jean-Zot dit à Wendell, c'est parce que l'intérêt est véritablement menacé. Maintenant, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous ne pouvons pas avoir tout problème, n'a parlé, on n'a pas contrôler tout Haïtien. Non. Léo Ferli, il dit qui monde qui catégorie, qui groupe exactement que vous déclarez, ce n'est pas tout le monde, nous ne pas quoi. Nous besoin dire tout, comme si nous sommes capables de. C'est Haïtien, qui dit qui terrorise pas tout. Non.
Moi, je pense que c'est son message diplomatique que vous lancez. Et dans les jours qui viennent, effectivement, à n'importe quel moment, vous êtes capable d'intervenir parce que c'est compétence discrétionnaire. Donc, moi-même, je pense que le gouvernement haïtien, l'État supposé, parce que je ne sais pas quelle position il prend sur la question, ça, soit peut-être vous dire ça prouvé ou pas dire rien. Est-ce que quelque part, étant donné que son forme de support la portée en Haïti, au niveau chancellerie haïtienne, il y a un contact qui prend pour peut-être coordonner des activités parce que nous avons intérêt, c'est une obligation. Tout nous signons ensemble d'accord international pour nous donner information, pour nous coordonner, pour nous collaborer parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte contre ce qu'on appelle la criminalité transnationale, qu'un pile l'État signé des conventions sur ça, qui vient pour contribuer pour mettre fin à la pratique ça. Autre dossier à Metro News, la relocalisation à Pétionville de nombreux habitants fuyant la violence des gangs entraîne une surpopulation et une concentration des activités dans la commune, alerte le maire adjoint. Parmi les conséquences, une augmentation significative de la production de déchets dans un contexte où l'accès aux zones de déchargement devient de plus en plus difficile pour la mairie, a expliqué Amazon Steco lors d'une conférence de presse mercredi. Pourtant, des marchands interrogés affirment payer régulièrement une taxe imposée par la mairie pour le nettoyage des rues, en particulier autour des marchés, et dénoncent l'absence de résultats concrets. Suivez ce reportage de Richie Fortuné et de Guy Trichoisi. Odeur pestilentielle, difficulté de circuler pour les véhicules et les piétons. Dans la commune de Pétionville, les piles d'immondices s'entassent de plus en plus et représentent une vraie menace pour la santé des résidents. Dans ce marché public, il n'y a aucune séparation entre marchands et déchets, au milieu desquels ils disposent leurs principaux produits. Si ce phénomène ne date pas d'hier, le maire adjoint explique qu'il est en augmentation en raison des déplacements de population liés à la violence des gangs. Amazon Steco. Mais nous avons un paquet de monde qui envahit la commune Pétionville. Donc, nous avons un centre-ville, nous avons tout fait avec nous. Nous avons un paquet de quartiers tellement de monde là-dedans. Nous vraiment passé par les événements. Hors situation et sécurité, c'est lui-même qui vient occasionner tout problème. Parce qu'il ne peut pas connaître tout le monde. Tout marchand, on ne peut pas connaître. Tabac, on marché. Et quoi des bouquets, on marché. Tout côté, on marché. Je dis à tout le monde, c'est là où on cherche la vie. Et nous sommes obligés de tolérer pour raison humanitaire parce qu'il ne peut pas pourrir derrière nous. Donc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de plan. Nous levons Fatra presque chaque jour. Le maire adjoint évoque aussi les difficultés pour les camions du service de voirie de la mairie à accéder aux principaux lieux de déchargement des déchets, toujours pour des raisons sécuritaires. Pour Amazon Steco, la mairie tente de réagir malgré un manque de moyens, mais fait face au mauvais comportement des habitants, notamment des petits commerçants qui se débarrassent de leurs déchets sur la voie publique. Donc, nous sommes toujours à organiser, nous, pour nous être capables de toujours collecter, à ramasser, la jeter. Et je t'ai parlé tout à l'heure, je dit, nous avons un site provisoire qui est dans la boule 12. Nous avons fini par fermer ce site. Et en plus, nous sommes obligés de retourner dans la zone Tritier et Diwan, allons de l'autre côté, pour nous être capables de jeter Fatra. Mais avec bataille qui gagne, alors bataille au niveau des messieurs qui gagnent des armes, et en plus, insécurité qui est dans le pays, ils viennent empêcher nous d'avoir accès facile pour nous jeter Fatra. Donc ça a été obligé nous et diminuer par exemple quantité de voyage Fatra nous supposé faire par jour. Donc et en plus nous venons plus parcours. Exposés eux aussi à cette insalubrité grandissante, des petits commerçants interrogés en marge de cette conférence font état d'un système de cotisation mis en place par la mairie pour procéder au ramassage régulier des détritus produits, sans grand résultat jusqu'ici, apparemment. Fatra, ça, là, et crop nous payons pour nous ramasser. Chaque jour, nous venons, nous baillons crop, mais c'est les gens qui a ramassé dans le bourrette, et crop nous baillons pour ramasser Fatra pour nous. Pas de monde, pas de magistrat pour ramasser Fatra pour nous. Bon, là, vous venez chaque samedi, vous venez pour crop dans nous, mairie. Bon, si je suis sorti avec petit 4 mois pour me dire, vous allez petit 4 mois payer là chaque samedi. Et puis, quand nous là, nous gardons misère, nous gardons travail, nous la passé là. Alors que les autorités locales se dédouanent de toute responsabilité, les marchands, de leur côté, dénoncent leur cynisme, les accusant de faire fi des priorités collectives. La plupart des détaillants interrogés rappellent aux autorités municipales la nécessité de respecter leur engagement.
Nous refermons la page nationale de Métro News en éducation. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a officiellement clôturé le projet Nectar, Nouvelle éducation citoyenne, lancé en 2019 avec le soutien de l'Agence française de développement. Selon le directeur Yves Robelin, cette initiative visait à actualiser les curricula du 3e cycle de l'école fondamentale et à réviser les programmes du secondaire. Les livrables comprennent notamment le cadre d'orientation curriculaire, un dispositif numérique de formation continue et l'élaboration de guides pour les enseignants. L'ambassadeur de France en Haïti, Antoine Michaud, a salué cette coopération bilatérale et exprimé sa conviction que le projet contribuera à renforcer durablement le système éducatif haïtien. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierluy. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'ambassade de France et d'autres partenaires ont clôturé ce mardi 6 mai le projet Nectar qui se veut un appui au pilotage, à la coordination et à la mise en œuvre de la réforme circulaire du 3e cycle du fondamental et du secondaire en Haïti. Le professeur Joseph Job Maurice explique. Déploiement du cadre d'orientation curriculaire, élaboration des nouveaux programmes, production de guides pédagogiques innovants, formation de formateurs, dotation d'outils numériques, expérimentation de dispositifs novateurs, autant de résultats concrets, porteurs d'espoir pour l'avenir de notre école. Plus d'un tiers de la population haïtienne est très jeune et cette jeunesse représente un des défis et potentiels importants dans ce pays en voie de développement. Pour favoriser une éducation tournée vers le futur et à l'instar de nombreux pays en développement francophone, Haïti a fait le choix d'une école fondamentale de 9 ans, portée et pilotée par une équipe projet au sein du MNFP. Le directeur Yves Robelin n'a pas caché sa satisfaction dans ses propos. Nous pouvons en témoigner aujourd'hui, les objectifs initiaux ont été atteints. Les livrables prévus ont été soumis dans les délais convenus et nous disposons désormais de bases solides pour le déploiement de la réforme. Fort de tout cela, France Éducation Internationale, en partenariat avec Réseau Canopé et l'Institut haïtien de formation en sciences de l'éducation, a mobilisé depuis 2019 une équipe multidisciplinaire de 25 experts pour accompagner le MNFP dans la mise en œuvre du dit projet Nectar. L'ambassadeur de France, Antoine Michaud, visiblement satisfait lui aussi, a fait l'éloge du partenariat entre Haïti et la France. Nectar n'est pas un projet parmi d'autres, c'est vraiment, je pense, et ça a été dit, là je reprends presque vos propos, mais c'est une étape majeure vers un système éducatif plus équitable, plus cohérent, mais aussi plus enraciné dans les réalités du pays, les réalités culturelles, mais aussi les réalités économiques, sociales du pays. Rappelons que l'enjeu de ce projet était de renforcer les capacités du MNFP dans l'amélioration de la qualité et de la gouvernance de l'éducation en Haïti. Nous voici arrivés au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, voici le rappel de l'essentiel de l'information de ce mercredi. Le président de la BID est arrivé en Haïti ce 7 mai dans le cadre d'une visite officielle. Accompagné du président du CPT, il doit se rendre dans le nord et le nord-est dans le but de renforcer la coopération autour de l'éducation, des infrastructures et de la gouvernance. Parallèlement, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé se trouve dans le sud du pays, annonçant plusieurs projets d'infrastructures pour redynamiser la région. Fritz-Alphonse Jean dément toute volonté de prolonger le mandat du CPT. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition rejette les rumeurs selon lesquelles le mandat des 9 membres devrait être maintenu jusqu'en 2028 et parle de désinformation destinée à semer la confusion. Et puis Maître Kedler Augustin salue la décision américaine de désigner les gangs comme organisation terroriste. L'ancien parlementaire estime que cette mesure évoque un renforcement de la vigilance des États-Unis dans la région face à l'influence de la Russie. C'est sur ces informations que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi.
Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.